Vous pensez avoir raté l'âge d'or? Vous ne l'avez pas raté. Vous avez raté les fosses à peste, l'obscurité volcanique, les sillaos dans l'air et des dirigeants dont l'idée de la justice impliquait des pieux et du feu. Aujourd'hui, nous plongeons dans 33 moments historiques tellement déchaînés qu'ils font passer votre pire lundi pour une retraite au spa aux huiles parfumées. Bienvenue dans la compilation des moments les plus maudits de l'histoire. 1. Vivre sous Vlad l'Empaleur. C'était comme avoir le président d'association de copropriété le plus psychopathe du monde, où une infraction pour une pelouse non tondue se soldait par le fait de devenir un ornement de jardin permanent. Ce type était la cancel culture originale. Sauf qu'au lieu de perdre votre compte Twitter, vous perdiez votre, tout, de bas en haut. Son système judiciaire était d'une simplicité brutale. S'il ne vous aimait pas, ou votre blague, ou la façon dont vous respiriez, vous étiez destiné à tenir le premier rôle dans ses projets d'aménagement paysager grotesques. Il a célèbrement créé des forêts entières de corps empalés, ce qui devait probablement être un cauchemar pour les facteurs. C'est bien le 14 rue des Chênes, ou le troisième gars après le marchand qui hurle. C'était une société gouvernée par une terreur pure, à se faire dessus par un homme dont la réponse à chaque problème était « Plantez-y un pieu ». 2. Le grand smog de Londres en 1952 ressemblait moins à de la météo qu'à la ville entière en train d'être enfumée à blanc par Satan en personne. Pendant 5 jours, un brouillard épais, jaune, graisseux, chargé de pollution au charbon, a enveloppé Londres comme une couverture crasseuse. Vous ne pouviez littéralement pas voir vos propres mains devant votre visage, ce qui faisait de trouver votre bouche pour y tousser un petit défi amusant. L'air était si toxique que c'était pratiquement une respiration militarisée, tuant environ 12 000 personnes. C'était une catastrophe totalement auto-infligée. Bon sang, il fait froid. Brûlons tous le combustible le plus sale possible exactement au même moment. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Des employés devaient en marcher devant les bus avec des torches, comme s'ils guidaient une parade démoniaque à travers Silent Hill. Bravo, l'humanité, on s'est bien piégé tout seul. 3. La croisade albigeoise a été le résultat du désir du pape de se débarrasser de quelques hérétiques. Mais l'exécution relevait d'une pure stupidité de niveau corporate. Quand les croisés sont arrivés à la ville de Béziers, ils ont réalisé qu'elle était remplie à la fois d'hérétiques et de bons catholiques. Le commandant, manifestement pas un homme de détail, a demandé aux représentants du pape comment les distinguer. La réponse légendaire fut « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». C'est l'équivalent historique de votre patron qui vous dit de simplement supprimer tout le serveur parce qu'un fichier pourrait être corrompu. C'est un mélange insensé de foi absolue et de paresse totale. Ils ont donc massacré 20 000 personnes, essentiellement parce que trier, c'est difficile. C'est l'approche ultime du « tant pis » que Dieu s'occupe de la paperasse, appliquée à la guerre. 4. Si vous vous réveillez en l'an 536, votre première pensée aurait été « Quelqu'un a oublié de payer la facture du soleil ». Pendant 18 mois d'affilée, un brouillard volcanique a occulté le soleil, plongeant le monde dans un crépuscule froid, sombre et misérable. C'était la phase goth de la planète. Les températures ont chuté, les récoltes ont échoué partout, et les gens ont commencé à mourir de faim. Imaginez essayer d'expliquer ça sans la science. « Hé chérie, le soleil a juste... arrêté. Je suppose qu'on va manger de la terre maintenant ?» Des historiens romains ont écrit que le soleil ne donnait pas plus de lumière que la lune, et que tout le monde était constamment déprimé. Sans blague. C'était un cas mondial du lundi, qui a duré 1 an et demi, où le monde entier était simplement froid, affamé, et attendait que le ciel cesse d'être un énorme salaud. 5. S'engager dans le voyage de Magellan pour faire le tour du globe, c'était comme s'inscrire à la pire émission de télé-réalité jamais vue, Survivor, l'île du scorbut. Vos gencives pourrissaient et gonflaient par-dessus vos dents, vos vieilles cicatrices se rouvraient au hasard, et vous étiez trop faible pour même bouger. La situation alimentaire était un cauchemar culinaire. Une fois les biscuits disparus, vous mangiez de la sueur et vous mâchiez des lanières de cuir trempées dans l'eau de mer pour les ramollir. Les rats du navire, qui mouraient probablement eux aussi du scorbut, devenaient une délicatesse vendue à des prix délirants.
Je vous échange toutes mes économies contre ce rongeur infesté par la peste, s'il vous plaît. » C'est un miracle que quelqu'un ait survécu. Sur 270 membres d'équipage, seuls 18 sont rentrés, probablement avec l'allure de raisins secs humains et sans jamais vouloir revoir un bateau. 6. La peste noire, c'était en gros Dieu en train d'essayer de rajki la simulation. Ce n'était pas seulement une maladie, c'était une force irrésistible avec un sens du dramatique, vous infligeant d'énormes bubons noirs remplis de pus avant de vous faire mourir en hurlant. La société s'est juste arrêtée. Les conseils médicaux étaient d'un ridicule consternant. Les médecins, habillés comme de terrifiants oiseaux gothiques, vous disèrent de vous asseoir dans un égout pour échapper au mauvais air. Ouais, idée brillante. Les gars, allez au seul endroit encore plus dégoûtant et rempli de maladies. Voyons comment ça se passe. Elle a éradiqué la moitié de l'Europe, laissant une traînée de chaos et, à l'échelle du continent, une odeur de mort. C'était la preuve ultime que lorsque la nature décide qu'elle en a assez de vous, elle ne plaisante pas. 7. Vivre dans un village côtier à l'époque viking, c'était éprouver une forme d'angoisse unique. Tu es juste tranquille, en train de réparer tes filets de pêche, et puis tu aperçois un drakkar à l'horizon. Ce n'est pas une croisière, c'est un service de livraison de douleur et de feu. Les Vikings étaient comme les pires invités possibles. Ils débarquaient à l'improviste, cassaient toutes tes affaires, volaient tes objets de valeur, mettaient le feu à ta maison, puis t'emmenaient avec eux pour te vendre. Toute la stratégie de défense de ta ville consistait à être une cible moins attirante que la ville voisine. Il n'y avait personne à appeler au secours. Le mieux que tu pouvais faire, c'était espérer pouvoir courir plus vite que ton voisin lent, Dave. Désolé Dave, c'est toi ou moi, et tu as toujours eu de mauvais genoux. 8. Les 30 tyrans d'Athènes. C'est en gros ce qui se passe quand le conseil d'administration d'une entreprise corrompue prend le contrôle d'un pays. Après avoir perdu une guerre, ce comité de 30 riches abrutis a été mis aux commandes, et ils ont immédiatement commencé à réduire les effectifs de la population. Leur idée de la rénovation urbaine, c'était d'exécuter 1500 citoyens et de s'emparer de leurs biens pour eux-mêmes. C'était un gouvernement dirigé par les types les plus odieux du Yacht Club. Leur processus politique était incroyablement efficace. Si tu les regardais de travers ou si tu possédais un joli vase qu'ils voulaient, tu étais déclaré ennemi de l'État et supprimé du recensement sur le champ. C'était une démonstration éclatante de la vitesse à laquelle une démocratie éclairée peut dégénérer en un sanglant chacun pour soi, dirigé par une bande de psychopathes cupides. 9. L'année 1816 a prouvé que la planète Terre aime parfois se payer notre tête pour son propre amusement. On l'a appelée l'année sans été, surtout parce qu'elle n'en a littéralement pas eu. À cause d'une éruption volcanique massive de l'autre côté du monde, le ciel s'est rempli de cendres, faisant chuter les températures mondiales. On parle de neige en juin en Nouvelle-Angleterre. Imagine planter tes cultures et devoir ensuite construire un bonhomme de neige à côté. Cela a déclenché des famines dans le monde entier, parce que rien ne poussait. C'était la phase émo ultime de la planète, où tout était sombre, froid et déprimant toute l'année. Côté positif, ce temps misérable a inspiré Mary Shelley à écrire Frankenstein. Donc au moins l'humanité a obtenu un monstre cool en échange d'une année de famine mondiale. Petite victoire, non? 10. Être un kulak en Union soviétique au début des années 1930, c'était comme gagner à la loterie, sauf que le prix était un aller simple pour un enfer gelé. En gros, un kulak n'était qu'un paysan un peu trop bon dans son travail. Peut-être que tu avais une vache en plus, ou que tu avais compris comment faire pousser des pommes de terre, qui n'étaient pas de tristes petits cailloux. Le gouvernement communiste, dans son infinie sagesse, voyait cette réussite non pas comme une bonne chose, mais comme un signe que tu étais un cochon capitaliste avide. Donc, ta récompense, pour avoir nourri la nation, était d'être déclaré ennemi du peuple. Il te prenait ta ferme, ta nourriture, et t'expédiait, toi et ta famille, en Sibérie. C'était un système où la compétence était un crime, prouvant qu'aucune bonne action ne reste impunie, surtout quand ton gouvernement est allergique à la réussite. 11. Être un Gaulois quand Jules César a décidé qu'il avait besoin de booster son CV était une expérience singulièrement atroce. Imagine que tu traînes peinard dans ton village.
peut-être en train d'aiguiser ta lance ou de tresser ta magnifique moustache, et puis une armée entière de Romains hyper organisés et d'une efficacité impitoyable débarque. Ces types ne se contentaient pas de te conquérir, ils le faisaient selon un calendrier, avec les formulaires en règle. La campagne de César en Gaule était moins une guerre qu'une OPA hostile sur 10 ans, qui a fait 1 million de morts et réduit un autre million en esclavage. Les Gaulois étaient de féroces guerriers, mais ils se retrouvaient face à un adversaire qui traitait le massacre comme un problème de comptabilité. C'était une leçon brutale. Aucun esprit de rébellion ne peut arrêter un type à l'ego gigantesque et 5 légions de tueurs professionnels. 12. Les guerres fleuries aztèques est le nom le plus trompeusement agréable pour quelque chose d'absolument horrifiant. On dirait un concours de jardinage, mais c'était en réalité un sport de mort sanctionné par l'État. Tu vois, les Aztèques avaient besoin d'un approvisionnement constant de personnes pour leurs sacrifices humains. Mais parfois, la paix éclatait de façon gênante. Alors, ils programmèrent des guerres avec les États voisins. Le but n'était pas de gagner du territoire, c'était de capturer des guerriers ennemis vivants. La récompense pour avoir été capturé? Tu as l'honneur de te faire arracher ton cœur encore battant au sommet d'une immense pyramide. C'était comme la NFL, sauf qu'au lieu d'une bague du Super Bowl, le MVP de l'équipe perdante pouvait devenir un encas divin. C'est un tout autre niveau de se sacrifier pour l'équipe. 13. La construction du canal de Panama a été l'un des plus grands exploits d'ingénierie de l'humanité, sauf si vous étiez l'une des pauvres âmes qui le creusaient réellement. La première tentative des Français était le Fire Festival des projets de construction. Ils sont arrivés avec un plan désastreux et une compréhension nulle du véritable ennemi, les moustiques. Des milliers d'ouvriers sont morts du paludisme et de la fièvre jaune. La jungle était essentiellement un buffet, et les ouvriers en étaient la formule à volonté. Rien que pendant la phase française, plus de 22 000 personnes sont mortes. Ce n'est pas un chantier, c'est un sacrifice humain au dieu des mauvaises idées. Ils essayaient, en gros, de creuser un fossé pour relier 2 océans, tout en se faisant dévorer vivants par des insectes, prouvant que l'ambition, c'est bien, mais qu'un peu d'insecticide est probablement plus important. 14. La terreur pendant la Révolution française, c'est le moment où la France a collectivement perdu la tête et a décidé que la solution à chaque problème, c'était la guillotine. C'était une période de paranoïa extrême, où l'on pouvait être exécuté pour littéralement n'importe quoi. Se plaindre du prix du pain? Guillotine. Employer le mauvais pronom en s'adressant à quelqu'un? Guillotine. Ne pas avoir l'air assez enthousiaste pendant une exécution publique? Croyez-le ou non, direct à la guillotine. Le gouvernement était dirigé par un type nommé Robespierre, qui était essentiellement le surveillant le plus meurtrier du monde. C'était un feuilleton national trempé de sang, où le final de saison de chaque personnage consistait à se faire trancher la tête sur une place publique. Tant pis pour liberté, égalité et fraternité. 15. Il n'y a absolument rien de drôle dans l'Holodomor en Ukraine. Ce n'était pas une catastrophe naturelle, ni une simple famine due à une mauvaise récolte. C'était un génocide délibéré, fabriqué par l'homme, orchestré par le régime soviétique de Joseph Staline, de 1932 à 1933. Le gouvernement a confisqué systématiquement le grain et la nourriture aux paysans ukrainiens, scellant les frontières du pays pour empêcher quiconque de s'échapper. Ils ont transformé la faim en arme. Alors que des millions de tonnes de céréales étaient en exportées de l'Union soviétique, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ukrainiens mouraient de faim chez eux. C'était une campagne de terreur lente, silencieuse et atroce, conçue pour écraser l'esprit d'indépendance ukrainien. Et elle demeure l'une des atrocités les plus horribles du XXe siècle. 16. Vivre les croisades, du point de vue de quelqu'un habitant au Moyen-Orient, a dû être absolument déroutant. Imaginez que vous vaquiez simplement à votre journée dans une ville prospère et sophistiquée comme Jérusalem, et puis soudain, des milliers de types européens en colère et lourdement armés débarquent sur le pas de votre porte après avoir marché pendant 3 ans. Ils sont convaincus d'être en mission sacrée, envoyée par Dieu pour libérer votre ville. De vous, les gens qui y vivent réellement. Ce n'étaient pas des soldats d'élite.
Pour l'essentiel, c'était une foule mal organisée et chaotique qui pillait et massacrait en traversant le continent. C'était l'équivalent médiéval du road trip le plus long, le plus sanglant et le plus pétri de certitude morale du monde. Et votre maison en était la malheureuse destination finale. 17. Se trouver sur le trajet des invasions mongoles, c'était comme apprendre qu'un ouragan composé de types furieux à cheval, qui sont aussi des experts en guerre psychologique, fonçait droit sur votre ville. Il n'y avait pas de négociation. Leur politique étrangère était d'une simplicité brutale. Se rendre sans condition tout de suite, ou bien ils transformeraient méthodiquement votre ville en pyramide décorative de crânes humains. Et ils étaient très bons à ça. Lorsqu'ils ont mis Bagdad à sac, ils ont détruit la maison de la sagesse, jetant tant de livres inestimables dans le Tigre que l'eau aurait, dit-on, coulé noir d'encre pendant des jours. C'était comme s'ils ne se contentaient pas de vous conquérir. Ils essayèrent d'avoir une mauvaise note à un devoir d'histoire. C'était la campagne militaire la plus brutalement efficace de l'histoire, prouvant que la meilleure façon d'éviter les rébellions, c'est de s'assurer qu'il ne reste littéralement plus personne en vie pour se rebeller. 18. Le grand incendie de Londres en 1666 a commencé dans une petite boulangerie, ce qui est une origine écœuramment charmante pour un brasier qui détruit une ville. Pendant 4 jours, la boîte à amadou médiévale qu'était Londres a brûlé. Mais le passage vraiment stupide n'était pas l'incendie lui-même, c'était la réponse comiquement incompétente. Le Lord Maire de Londres, lorsqu'on l'a réveillé pour la première fois, aurait dit « Piche, une femme pourrait l'éteindre en pissant dessus », puis il se serait rendormi. Cette citation devrait être gravée sur sa pierre tombale comme le résumé ultime d'un leadership raté. Au moment où lui et d'autres responsables ont compris que lutter contre le feu à coups d'urine n'allait pas suffire, un quart de la ville était déjà carbonisé. Leur solution finale a été d'utiliser de la poudre à canon pour faire sauter des maisons afin de créer des coupe-feux. Un plan qui, souvent, ne faisait que propager l'incendie avec un satisfaisant « boum ». Ce fut une leçon magistrale d'incompétence bureaucratique. Un désastre flamboyant de mauvaises décisions qui a transformé Londres en la plus grande briquette de charbon de bois du monde. 19. La rébellion des Taiping fut l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire. Et tout a commencé parce qu'un type, Hong Xiuquan, était un désastre total aux examens standardisés. Après avoir échoué à son examen de la fonction publique pour la 3e fois, il a fait une dépression nerveuse et enchaîné des rêves fiévreux. La conclusion divine qu'il en a tirée, c'est qu'il était le jeune frère de Jésus-Christ, envoyé sur Terre pour terrasser des démons. Apparemment, démon était juste un nouveau mot amusant pour dire le gouvernement au pouvoir. Ce qui a suivi fut une guerre civile de 14 ans qui a entraîné la mort de 20 à 30 millions de personnes. C'est plus que la Première Guerre mondiale, tout ça parce qu'un gars ne savait pas gérer le rejet. C'est une leçon terrifiante qui dit que, peut-être, juste peut-être, vous devriez noter avec une courbe, parce que l'alternative pourrait être une décennie et demie de guerre apocalyptique menée par un type dont la principale qualification est d'être vraiment, vraiment mauvais au test. 20. Être accusé d'hérésie pendant l'Inquisition espagnole, c'était comme entrer dans un système juridique conçu par un sadique avec un complexe de Dieu. Il n'y avait pas de « innocent » jusqu'à preuve du contraire. C'était plutôt « vous êtes définitivement coupable » et nous allons utiliser ce truc en métal pointu pour vous aider à vous rappeler pourquoi. Vos accusateurs étaient anonymes. Vous ne pouviez pas avoir d'avocat. Et la preuve contre vous pouvait être que votre voisin ne vous aimait tout simplement pas. Le grand final pour ceux qui ne se repentaient pas était l'autodafé, un immense barbecue public où vous étiez le plat principal. C'était un système de terreur parfait, conçu pour maintenir tout le monde dans le rang. Il fallait être un catholique irréprochable, ou au moins être très bon pour faire semblant, parce qu'un seul faux pas pouvait vous valoir un billet express pour une vie après la mort très publique et très brûlante. 21. Combattre pendant la guerre de sécession était un véritable hachoir à viande, une tempête parfaite de technologie du 19e siècle et de tactique du 18e siècle. Des généraux qui pensaient improbablement qu'un télégraphe relevait de la magie noire ordonnaient à des dizaines de milliers d'hommes de marcher en ligne nette et droite à travers des champs à découvert, directement dans une grêle de balles tirées par de nouveaux fusils très précis. C'était en gros une partie géante de Red Rover qui a duré 4 ans, mais au lieu de se tenir par la main,
vous essayiez d'attraper un boulet de canon avec votre poitrine. Les soins médicaux étaient un spectacle d'horreur tout droit sorti d'un cauchemar. Une blessure au bras ou à la jambe signifiait presque toujours une amputation avec une scie sale et une gorgée de whisky comme anesthésie. Plus de soldats mouraient de dysenterie et de typhoïde dans des camps immondes que sur le champ de bataille, ce qui signifiait que vous aviez plus de chances d'être tué par vos propres excréments que par l'ennemi. 22. La pandémie de grippe espagnole de 1918, c'était comme le petit frère furieux et ultra efficace de la peste noire qui revenait tout juste de la guerre. Elle est arrivée juste au moment où la Première Guerre mondiale se terminait, comme pour dire « Oh, vous pensez que vous êtes fort pour tuer? Comme c'est mignon !» Cette grippe était unique parce qu'elle se spécialisait dans la mort des jeunes adultes en pleine santé, dans la force de l'âge, parfois dans les 24 heures suivant leur première toux. Elle a balayé le globe, transporté par des navires pleins de troupes en liesse, et a tué environ 50 à 100 millions de personnes, bien plus que la guerre elle-même. Les villes ont manqué de cercueils et ont dû utiliser des pelles mécaniques à vapeur pour creuser des fosses communes. Ce fut un rappel terrifiant de la nature que, peu importe à quel point nos bombes et nos armes deviennent avancées, un organisme microscopique peut toujours faire le travail mieux, plus vite, et sans aucun scrupule moral. 23. Pour les peuples autochtones des Amériques, l'arrivée des Européens fut une apocalypse au ralenti qui ne semblait jamais finir. Ce n'était pas seulement une conquête militaire, c'était une catastrophe biologique et culturelle qui a commencé par un éternuement. Les Européens ont apporté des maladies comme la variole et la rougeole, qui pour les Amérindiens étaient comme une peste venue d'ailleurs. Ces envahisseurs invisibles ont anéanti environ 90% de la population dans certaines régions, un effondrement démographique si total qu'il est difficile même de l'imaginer. Pour les quelques-uns qui ont survécu aux épidémies, ce fut un défilé incessant de traités rompus, de marches forcées vers des terres stériles et du démantèlement systématique de leur monde entier. Ce n'était pas un seul mauvais moment, c'était des siècles de tels moments, un désastre durable prouvant que l'âge de la découverte de l'un est l'âge où l'on se fait totalement démolir de l'autre. 24. La rébellion d'An Lushan dans la Chine du 8e siècle est un autre de ces événements historiques du genre « Comment est-ce que ce n'est pas un blockbuster ?» C'était une guerre civile de 8 ans qui a pris la dynastie Tang, incroyablement prospère et cultivée, et l'a réduite en 1 million de morceaux. Tout a commencé parce qu'un général corpulent nommé An Lushan est devenu un peu trop ambitieux. Le conflit qui en a résulté fut si dévastateur qu'il a entraîné la mort de jusqu'à 36 millions de personnes. Selon certaines estimations, cela représentait jusqu'à 1/6 de l'ensemble de la population mondiale de l'époque. L'ampleur même de la destruction donne le vertige. C'est un exemple glaçant de la rapidité avec laquelle une civilisation à son apogée absolu peut être mise à genoux par l'ego d'un type qui pensait qu'il ferait bien sur le trône. 25. Vivre sous le régime des Khmers rouges, au Cambodge de 1975 à 1979, c'était comme être piégé dans une expérience sociale forcée à l'échelle nationale, menée par des maniaques homicides. Dirigé par Pol Pot, un homme dont les idées faisaient fond de passer les autres communistes pour raisonnables, le régime décida de créer une utopie agraire parfaite. Leur première étape fut de déclarer la civilisation moderne elle-même ennemie. Ils vidèrent d'IA les villes sous la menace des armes, forçant des millions de personnes à gagner la campagne pour travailler comme des esclaves dans des fermes collectives. Ils abolirent l'argent, les marchés et la propriété privée. Les intellectuels, les médecins, les enseignants et quiconque portait ne serait-ce que des lunettes furent jugés corrompus et exécutés. En seulement 4 ans, ils parvinrent à tuer environ 2 millions de leurs propres concitoyens, un quart de la population du pays, par la famine, le surmenage et des exécutions de masse dans les tristement célèbres Killing Fields. Ce fut une descente dans une folie de l'an zéro qui défie toute logique. 26. Être soldat sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale, c'était faire l'expérience d'un nouvel enfer industrialisé que l'humanité avait, avec prévenance, inventé pour elle-même. Vous viviez dans un fossé boueux, infesté de rats et rempli de cadavres, en attendant qu'un imbécile avec un sifflet vous ordonne de passer par-dessus le parapet. Cela signifiait sortir de votre tranchée et trottiner poliment vers un ennemi retranché,
armés de mitrailleuses capables de tirer 600 coups par minute. C'était une tactique dotée de la même brillante stratégie que d'essayer d'arrêter un raz-de-marée en crachant dessus. Si les mitrailleuses ne vous attraperont pas, les obus d'artillerie, le gaz toxique ou des maladies galopantes comme le pied des tranchées s'en chargeraient. La réalité quotidienne était un cycle monotone de terreur, d'ennui et de saleté, ponctué de moments de courage suicidaire. Ce furent 4 années d'abattage mécanisé et inutile pour quelques centaines de mètres de boue. 27. Le génocide rwandais de 1994 fut une explosion terrifiante de violence qui montra à quel point le vernis de la civilisation peut être mince. Pendant 100 jours, le pays sombra dans une frénésie de meurtres de masse soutenue par l'État. Le gouvernement Hutu majoritaire incita des citoyens ordinaires à tuer leurs voisins Tutsis, leurs amis et même des membres de leur famille. L'arme principale n'était ni les fusils ni les bombes, mais la simple machette. Des stations de radio diffusaient de la propagande de haine 24h24 et 7J7, égrenant les noms et adresses des personnes à tuer comme une version pervertie d'une émission matinale de talk show. Le reste du monde, pour l'essentiel, se contenta de regarder. En un peu plus de 3 mois, environ 800 000 personnes furent massacrées. Ce fut un génocide low-tech et à grande vitesse qui démontra le pouvoir terrifiant de la haine quand on lui donne un micro et le feu vert. 28. Le siège de Leningrad de 1941 à 1944 fut près de 900 jours de misère pure, sans filtre. L'armée allemande encercla la ville, coupant toutes les routes d'approvisionnement, avec l'objectif explicite d'affamer à mort ses 3 millions d'habitants. Les températures hivernales chutèrent à 40 degrés sous zéro. Les canalisations gelèrent même, et il n'y avait ni électricité ni eau courante. Les rations alimentaires diminuèrent jusqu'à ne plus être que quelques miettes de pain fait en grande partie de sueur et de colle à papier peint. Les gens mangèrent leurs animaux de compagnie, puis les rats, puis firent débouillir des ceintures et des chaussures en cuir pour obtenir la moindre apparence de nutrition. Les rues étaient jonchées de cadavres gelés que personne n'avait la force d'enterrer. Pourtant, malgré tout, la ville ne se rendit jamais. Ce fut un témoignage de l'endurance humaine, mais à un coût presque impossible à concevoir. Ce fut une lente descente en enfer, glaciale et affamée. 29. Le tremblement de terre de Lisbonne, de 1755, fut la version de la nature d'une cruelle plaisanterie cosmique. Le jour de la Toussaint, un séisme massif, estimé à environ 8,5 de magnitude, frappa la ville alors que la plupart de sa population était à l'église. Les cathédrales, les bâtiments les plus solides de la ville, s'effondrèrent, écrasant des milliers de fidèles. Mais la nature n'en avait pas fini. Ceux qui survécurent et s'enfuirent vers l'espace ouvert du port se heurtèrent à un gigantesque tsunami qui les emporta au large. Et pour le grand final, les milliers de bougies allumées dans les églises pour la fête déclenchèrent une immense tempête de feu qui brûla pendant 5 jours, consumant ce qui restait de la ville. Ce fut une catastrophe à 3 étages, séisme, tsunami et incendie, qui anéantit totalement l'une des villes les plus riches d'Europe en quelques heures. 30. Vivre à Hiroshima ou à Nagasaki, en août 1945, c'était faire l'expérience d'une arme si puissante qu'on avait l'impression que le soleil était tombé du ciel. Un instant, vous vaquez à votre routine matinale. L'instant d'après, un flash silencieux et aveuglant efface le monde. La bombe atomique n'a pas seulement détruit des bâtiments, elle les a vaporisés, ainsi que les gens qui s'y trouvaient. Des ombres de personnes ont été brûlées à jamais dans des murs de pierre. La chaleur était si intense qu'elle a fait fondre le verre et les carreaux. Ceux qui ont survécu à l'explosion initiale ont ensuite subi les horreurs de la pluie noire, des tempêtes de feu et de la mort lente, invisible, de la maladie des radiations. C'était le moment où l'humanité a déverrouillé le pouvoir de provoquer sa propre extinction. Un saut terrifiant vers un nouveau type de guerre, où une seule bombe pouvait transformer une ville prospère en cimetière radioactif en un clin d'œil. 31. Être à Dresde lors du bombardement incendiaire de février 1945, c'était assister à la création délibérée d'un ouragan de feu d'origine humaine. Des bombardiers alliés ont largué des milliers de tonnes de bombes incendiaires et hautement explosives sur la ville, bondée de civils et de réfugiés.
L'objectif était de créer une tempête de feu, un phénomène où la chaleur des incendies devient si intense qu'elle crée son propre système météorologique, avec des vents surchauffés aspirant tout l'oxygène de l'air. L'asphalte des rues a fondu, piégeant les gens là où ils se trouvaient. L'air dans les abris anti-aériens est devenu si chaud et si dépourvu d'oxygène que des personnes ont suffoqué. C'était une méthode scientifiquement précise pour incinérer une ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Un acte de destruction terriblement efficace qui demeure l'un des événements les plus controversés de la Seconde Guerre mondiale. 32. La traite transatlantique des esclaves n'était pas seulement une époque terrible pour être en vie, c'était un système hautement organisé, étalé sur des siècles, qui transformait des êtres humains en propriétés. Pour des millions d'Africains, cela commençait par un enlèvement à leur domicile, puis une marche vers la côte, enchaînée. Mais le véritable cauchemar, c'était la traversée du milieu, le voyage à travers l'Atlantique. On entassait les gens dans les cales sombres et immondes des navires, avec moins de place qu'un cadavre dans un cercueil, enchaînés les uns aux autres et contraints de rester couchés dans leurs propres excréments pendant des mois. Les maladies se propageaient à grande échelle, et la mort était une compagne constante. Ce n'était pas une tragédie née du chaos, c'était un modèle économique froid, calculé. Des marchands européens, qui se considéraient probablement comme des hommes pieux, craignant Dieu, tenaient des registres détaillés sur leurs cargaisons, calculant méticuleusement les marges de profit sur des vies volées. C'est l'exemple ultime et le plus effroyable de la cupidité humaine. Une entreprise capitaliste grotesque, bâtie sur une base de souffrance inimaginable et justifiée par la logique la plus tordue et la plus intéressée qu'on puisse imaginer. 33. Être un habitant de Pompéi le 24 août 79 après-midi Odyssée, c'était gagner à la pire loterie de l'histoire. Vous vous êtes probablement réveillé, vous êtes plein de la chaleur, et peut-être avez-vous prévu d'aller voir un combat de gladiateurs plus tard. Vous aviez sans doute ressenti quelques secousses telluriques depuis quelques jours, mais c'était l'Italie. Le sol qui tremble un peu, c'était comme avoir des voisins agaçants. Puis, vers l'heure du déjeuner, l'énorme montagne d'à côté, le Vésuve, que tout le monde prenait pour une grosse colline endormie, a décidé de se racler la gorge avec la force de 100 000 bombes atomiques. Le ciel est devenu noir, et il s'est mis à pleuvoir des pierres de ponce brûlantes et des cendres. Mais le véritable casse-fête, c'était la nuée ardente, un nuage de gaz et de cendres surchauffé à 1000 degrés, filant à 100 miles à l'heure. Vous n'avez même pas eu le temps de crier. Une seconde, vous essayez de vous cacher sous une table. La suivante, vous étiez cuit en un éclair et transformé en statue permanente, figé dans votre dernière pause paniquée pour que de futurs archéologues vous retrouvent et vous transforment en attraction touristique. C'était le photobombe le plus brutal et le plus efficace de l'univers. Alors ouais, il s'avère que l'histoire n'était pas meilleure, juste plus sanglante, plus froide et bien plus en feu. Mais voici ton choix. Une guillotine rapide et indolore sous Robespierre, ou 900 jours d'enfer glacé à Leningrad avec 10% de chance de survie. Lequel tu choisis? Pas d'esquive. Balance ta logique dans les commentaires. Et si tu es arrivé jusque-là, sans perdre foi en l'humanité, éclate le bouton « J'aime » et abonne-toi. Tu l'as mérité.